Bonjour à toutes et à tous d'Océanie. Je m'appelle Heidi et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une introduction aux droits humains dans les projets de solutions fondées sur la nature, ou SFN, pour l'adaptation au changement climatique. Cette présentation introduit les concepts clés des droits humains afin de favoriser une compréhension commune des droits humains. Nous approfondirons dans un second temps comment les prendre en compte et leur implication pour les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Ce premier module d'introduction donne un aperçu des liens entre droits humains et SFN dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Il s'agit de comprendre que les questions environnementales et sociales sont indissociables. Une planète prospère ne peut être une planète où la souffrance humaine est généralisée ou qui restreint le potentiel humain. Et l'humanité ne peut pas exister sur une planète qui se meurt. Les SFN, si elles sont conçues correctement, avec la pleine participation de toutes les parties prenantes locales et avec la mise en place de garanties sociales adéquates, peuvent contribuer non seulement à relever un certain nombre de défis sociétaux, mais aussi à renforcer positivement les droits humains. Inversement, ces projets, s'ils sont mal conçus et mis en œuvre, peuvent entraîner des violations des droits humains et aggraver la perte de biodiversité et la dégradation de l'environnement. Les objectifs généraux de la formation sont deux: développer les connaissances, les capacités et les compétences pratiques nécessaires à une bonne compréhension des liens entre droits humains et SFN, et de fournir des outils de base permettant d'intégrer les droits humains au SFN. Ce module abordera les sujets suivants. Comprendre tout d'abord ce que représentent les droits humains. Définir ensuite les relations entre les droits humains et l'environnement. Dans une troisième partie, nous présenterons 12 droits humains spécifiques et leur application dans le cadre des SFN. À l'issue de la formation, nous espérons que vous saurez définir les droits humains et pourquoi ils sont importants dans la conception et la mise en œuvre de SFN, et disposerez de quelques outils permettant d'intégrer les droits humains au SFN. Cette première partie sur les droits humains présentera la définition et l'origine de ces droits, ainsi que les rapports entre droits humains et l'environnement. Les droits de tous les êtres humains ont été énoncés pour la première fois en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH des Nations unies. Les 30 articles de la déclaration forment ensemble une déclaration complète couvrant les droits économiques, sociaux, culturels, politiques et civils. Ce document est à la fois universel, il s'applique à toutes et à tous, partout, et indivisible. Tous les droits sont d'égale importance pour la pleine réalisation de l'humanité. Les droits humains sont des droits que nous possédons toutes et tous simplement parce que nous existons en tant qu'êtres humains. Ils ne sont accordés par aucun État. Ces droits universels sont inhérents à chacune et chacun d'entre nous, indépendamment de la nationalité, du sexe, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de la langue ou de tout autre statut. Ils vont du plus fondamental, le droit à la vie, à ceux qui font que la vie vaut la peine d'être vécue, tels que les droits à l'alimentation, à l'éducation, au travail, à la santé et à la liberté. Les droits humains incluent l'égalité des genres, le handicap et l'inclusion sociale. La Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, est liée à d'autres conventions internationales telles que la Convention sur la diversité biologique, la Convention internationale sur le droit de la mer, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Les États sont tenus de protéger, de promouvoir et de respecter les droits humains. Les droits humains ne sont pas figés et leur interprétation et composition peuvent évoluer pour répondre à de nouveaux enjeux. Ainsi, dans le contexte de dégradation globale de l'environnement, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu en 2022 le droit à un environnement sûr, propre et sain comme un droit humain fondamental. Voici les principes fondamentaux des droits humains. Les droits humains sont universels,
dans le sens où nous naissons toutes et tous avec les mêmes droits et les possédant indépendamment de notre lieu de vie, de notre sexe, race, religion, handicap, culture ou origine ethnique. Inaliénables, parce que les droits des personnes ne peuvent jamais leur être retirés. Indivisibles et interdépendants, parce que tous les droits, politiques, civils, sociaux, culturels et économiques, sont d'égale importance et qu'aucun ne peut être pleinement exercé sans les autres. Ils s'appliquent à toutes et tous, de la même manière, et tous ont le droit de participer aux décisions qui affectent leur vie. Le déni d'un droit entrave invariablement la jouissance des autres droits. Par exemple, la réalisation du droit à la santé dépend de la réalisation du droit à un environnement sain, à l'éducation ou à l'information. Les droits humains comprennent l'égalité des genres et les approches qui favorisent l'inclusion de toutes et tous, en particulier des femmes et personnes de la diversité de genre, de personnes en situation de handicap ou victimes d'autres formes de marginalisation. Ces approches sont utilisées pour éviter les préjudices involontaires et pour éviter d'aggraver l'exclusion et la marginalisation de groupes à risque, mais aussi à promouvoir leurs droits, notamment à bénéficier de façon équitable des projets. Arrêtons-nous maintenant sur le concept de solution fondée sur la nature. Cette session abordera la définition des solutions fondées sur la nature, suivie par une introduction au standard mondial de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les solutions fondées sur la nature, ou SFN, sont des actions destinées à relever les défis sociétaux grâce à la protection, à la gestion durable et à la restauration des écosystèmes au bénéfice de la biodiversité et du bien-être humain. Jusqu'alors, il n'existait pas de cadre ou de normes convenues sur ce qui constitue une SFN efficace. Une mauvaise compréhension et une mauvaise utilisation des SFN ont conduit à des applications qui nuisent à la biodiversité et aux populations locales, et qui menacent d'éroder la confiance des parties prenantes dans cette approche. Le standard mondial de l'UICN pour les SFN est un outil conçu dans le but d'aider les gouvernements, les communautés, les entreprises et les ONG à mettre en œuvre des projets de SFN solides et efficaces, ambitieux par leur ampleur et leur durabilité, et dans le but de prévenir les abus et de protéger à la fois les populations et la planète. À quels défis sociétaux les SFN tentent-elles de répondre? L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, en 2020, met en évidence 7 grands défis sociétaux abordés par les SFN, à savoir l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques de catastrophes naturelles, le développement socio-économique, l'amélioration de la santé humaine, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'approvisionnement en eau et la dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité. Les SFN sont donc des solutions de conservation. Par exemple, la protection, la restauration et la gestion durable, dont l'objectif principal est le bien-être humain, et qui doivent Cette partie vise à souligner que les droits humains ne peuvent pas être considérés simplement comme des éléments extérieurs ou parallèles à d'autres processus ou caractéristiques de changements environnementaux. Elles doivent être intégrées à chaque question, à chaque niveau d'analyse. Il est en effet important de s'assurer que les politiques, la gouvernance et la gestion de la biodiversité ne violent pas les droits humains et que ceux qui mettent en œuvre ces politiques cherchent activement des moyens de soutenir et de promouvoir les droits humains lors de leur conception et de leur mise en œuvre. Lorsqu'un projet est développé dans un cadre fondé sur les droits humains, cela signifie que celui-ci est ancré ou intégré dans un système de droits et de devoirs.
Cela permet de promouvoir la durabilité des politiques ou des mesures de développement, en offrant aux personnes elles-mêmes, et en particulier aux plus marginalisés, les moyens de participer à l'élaboration des politiques et de demander des comptes à ceux qui ont le devoir d'agir. Nous avons identifié 12 droits humains qui sont particulièrement importants à prendre en compte lors de la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Cela ne veut pas dire que les autres droits, comme le droit à l'éducation, ne sont pas également importants, car tous les droits humains sont indivisibles et interdépendants. Mais plutôt que ces 12 droits humains sont de bons points de départ pour mieux comprendre les principaux enjeux en matière de droits humains dans les SFN d'Océanie. Commençons par les droits à la non-discrimination et à l'égalité des genres. La non-discrimination et l'égalité sont des principes et des composants fondamentaux des droits humains liés à tous les autres droits. Il s'agit de reconnaître que tout être humain peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Les changements environnementaux, en particulier la pénurie des ressources, peuvent creuser un fossé entre les bénéficiaires et ceux qui souffrent de l'utilisation ou de l'évolution de ces ressources naturelles, ce qui a un impact sur le sentiment d'appartenance des personnes et diminue la cohésion sociale au sein d'une communauté. Parce que les coûts et les bénéfices associés à une SFN peuvent varier d'une personne ou d'un groupe à l'autre, les approches SFN peuvent renforcer, perpétuer ou accroître les formes existantes de discrimination ou être discriminatoires. Les changements environnementaux sont ressentis de manière plus aiguë par les personnes qui se trouvent déjà dans des situations de vulnérabilité ou qui sont marginalisées. Les personnes les plus menacées par les changements environnementaux sont souvent les femmes, les personnes de la diversité de genre et de sexe, les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap, les populations autochtones et les minorités ethniques. Ne pas porter une attention suffisante à ces enjeux dans le cadre d'un projet SFN fait courir des risques d'impact sociaux négatifs, mais peut également impacter l'adhésion et le soutien local au projet, et donc son efficacité et la durabilité de ses résultats. Les personnes vivant avec un handicap sont parmi les plus marginalisées. Elles sont confrontées à de nombreux obstacles, notamment pour participer au SFN et en bénéficier. Elles peuvent notamment être confrontées à des obstacles environnementaux qui freinent leur participation pleine et effective au sein d'une société sur une base égalitaire avec les autres individus. L'intégration des personnes en situation de handicap exige que l'on se concentre sur l'élimination des obstacles physiques, environnementaux, comportementaux et institutionnels qui limitent leur pleine participation à la vie économique, sociale, culturelle et politique. Un environnement sûr, propre, sain et durable est nécessaire au respect, à la protection et à la mise en œuvre des droits humains. A l'inverse, la jouissance de tous les droits humains est d'une grande importance pour la protection de l'environnement. Les SFN doivent prendre en compte les impacts environnementaux des projets proposés, y compris leur effet potentiel sur la jouissance des droits humains, et doivent veiller au respect des normes environnementales substantielles, non discriminatoires et non régressives. Il s'agit à la fois de prévenir les atteintes à l'environnement qui résultent des discriminations ou qui y contribuent, et d'assurer l'égalité d'accès aux bénéfices environnementaux découlant de SFN qui ne sont pas discriminatoires. L'accès à l'eau potable est un besoin humain fondamental et par conséquent, cela constitue l'un des droits humains fondamentaux. L'accès universel à l'eau potable et à des équipements sanitaires adéquats est indispensable pour des sociétés saines et prospères. La non-discrimination et l'égalité sont des principes et des composants fondamentaux du droit à l'eau. Par exemple, pour les femmes et les jeunes filles, le manque de services d'eau, de sanitaire et d'hygiène peut avoir un impact sur leur santé sexuelle et reproductrice. Et les personnes en situation de handicap rencontrent d'énormes difficultés pour assurer leur hygiène de base en l'absence d'équipements adéquats. Les SFN doivent protéger et soutenir le droit des personnes à une eau suffisante, sûre, propre et physiquement accessible pour répondre à leurs besoins personnels et domestiques, en accordant une attention particulière aux groupes sociaux pauvres, marginalisés et vulnérables dans nos sociétés.
Le droit à l'alimentation saine comprend le droit à une ration minimale de calories, de protéines et à d'autres nutriments spécifiques, ainsi que tous les éléments nutritionnels dont une personne a besoin pour mener une vie saine et active, ainsi que les moyens d'y accéder. La nourriture peut également être liée à la culture et à des pratiques culturelles. Dans le Pacifique, le changement climatique constitue une menace sérieuse pour le droit à l'alimentation des populations et met en péril tous les aspects de la sécurité alimentaire. Les SFN doivent veiller à ce que la disponibilité alimentaire soit maintenue ou améliorée, ce qui inclut la nourriture provenant de ressources naturelles, par la pêche, la chasse ou la cueillette, ou par les systèmes de production alimentaire tels que l'agriculture ou l'élevage. Dans le même temps, les SFN doivent également s'attaquer aux pratiques non durables, auxquelles des personnes ont recours pour obtenir leur nourriture et qui portent atteinte à l'environnement naturel, ce qui peut constituer une violation d'autres droits, par exemple le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, ou le droit à l'eau. Le droit à un logement et à un niveau de vie adéquat ne doit pas être interprété de manière restrictive, comme se limitant au domicile physique. Il doit plutôt être considéré comme le droit à un lieu où l'on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité. Dans le cadre des SFN, cela signifie qu'il faut tenir compte des droits fonciers des populations, de la protection de ces droits fonciers, ainsi que de leur droit d'accès aux ressources naturelles pour le logement, par exemple des ressources en bois de la forêt. Dans ce même ordre d'idées, les SFN ne doivent pas conduire à l'expulsion forcée d'habitants de leurs terres. Le droit à la santé est un droit global, qui s'étend non seulement à des soins de santé accessibles et appropriés, mais aussi aux facteurs qui déterminent une bonne santé, notamment l'accès à l'eau potable et à des équipements sanitaires adéquats, une offre suffisante en aliments sains, la nutrition et le logement, des conditions professionnelles et environnementales saines, ainsi que l'accès à l'éducation et à l'information en matière de santé. Les ressources naturelles sont vitales pour la subsistance, la sécurité alimentaire et en eau, la culture et le bien-être des Océaniens, qui dépendent parfois aussi des plantes pour leur santé, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Le droit à travailler est le fondement de la réalisation des autres droits humains et d'une vie dans la dignité. Tout le monde a le droit de travailler. D'après l'Organisation internationale du travail, le droit au travail implique le droit de toute personne à la possibilité de gagner sa vie par un travail, au libre choix de son travail, et les droits fondamentaux au travail incluent la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, un milieu de travail sûr et salubre. Ces droits englobent le droit au travail et les droits sur le lieu de travail. Les projets SFN doivent examiner si les interventions proposées limiteront ou modifieront des droits des individus et des groupes d'individus à gagner leur vie, y compris grâce à des moyens de subsistance fondés sur la nature, comme les pêcheurs. Ces dernières années, les risques pour les défenseurs et défenseuses de l'environnement de subir des préjudices sont devenus de plus en plus évidents, et dans des cas extrêmes, d'être blessés, voire tués. Les défenseurs et défenseuses de l'environnement désignent les personnes ou les groupes qui, à titre personnel ou professionnel et de manière pacifique, s'efforcent de protéger et de promouvoir les droits humains liés à l'environnement, y compris l'eau, l'air, les terres, la flore et la faune. Les SFN doivent inclure des efforts spécifiques visant à protéger ces personnes. L'inclusion, la participation et la gouvernance démocratique sont au cœur des droits humains et de l'approche fondée sur les droits. Elles sont essentielles à la réussite des SFN, ainsi qu'à l'adhésion et au soutien de toutes les parties prenantes. Il s'agit notamment de garantir la protection des droits civils et politiques, y compris la liberté d'opinion, d'expression et de réunion, sans crainte de représailles lorsqu'il s'agit de questions environnementales. Cela suppose un accès à l'éducation et une sensibilisation du public aux questions environnementales, ainsi qu'un meilleur accès du public aux informations environnementales détenues par les autorités. Les SFN doivent contribuer à remédier aux inégalités structurelles et de gouvernance qui peuvent exister, en particulier celles qui maintiennent les plus marginalisés à l'écart du pouvoir de décision. Une gouvernance participative, équitable, transparente et responsable des SFN implique l'utilisation d'approches qui garantissent que toutes les parties prenantes concernées
et la possibilité de s'engager et de participer concrètement à toutes les questions et décisions susceptibles d'affecter leurs droits, en particulier les groupes susceptibles d'être marginalisés. Les peuples autochtones d'Océanie et leurs communautés dépendent de leurs terres et eaux ancestrales pour leur existence matérielle, telles que leur alimentation, leurs moyens de subsistance ainsi que pour leurs pratiques culturelles. Ceux-ci peuvent être confrontés à une pression croissante de la part des gouvernements et des entreprises qui cherchent à exploiter leurs ressources. Les populations autochtones peuvent être marginalisées lors des processus de prise de décision et leurs droits peuvent être ignorés ou violés au regard des objectifs de développement nationaux. Les projets SFN doivent mettre en place des garanties sociales afin de respecter et de protéger les droits autochtones concernant les terres, les eaux et les ressources qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement. Cela implique notamment d'obtenir le consentement libre, informé et préalable des populations ayant des droits sur les terres et les ressources concernées avant d'entamer un projet et de reconnaître la valeur des systèmes de connaissances autochtones. Nous avons toutes et tous le droit à la vie, de vivre en paix, à l'abri de la violence et des menaces de conflit. La compétition pour les ressources naturelles limitées, exacerbée par le changement climatique et l'aggravation des inégalités, peut entraîner une augmentation de la criminalité environnementale, des conflits, des déplacements et des troubles sociaux. Les SFN doivent favoriser un environnement sûr dans lequel les personnes peuvent agir protégées des menaces, du harcèlement, de l'intimidation et de la violence. Il s'agit notamment d'être conscient et sensible aux conflits existants et d'éviter la création de nouveaux conflits qui peuvent être exacerbés par la dégradation croissante de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles. Les projets SFN qui investissent dans le suivi, le respect et l'application des lois doivent garantir que les droits de toutes les personnes, y compris les auteurs des délits, ne font pas l'objet de violations et qu'ils sont traités par le biais de mécanismes et procédures juridiques appropriés. Il existe des liens entre la dégradation de l'environnement et la violence, y compris les violences sexistes. Enracinée dans des normes socioculturelles et des relations de pouvoir discriminatoires, la violence est un moyen de renforcer les inégalités et les hiérarchies de pouvoir, et les personnes les plus exposées sont les femmes, les enfants, les personnes âgées et les minorités ethniques. Enfin, les interventions des SFN doivent prendre en compte, promouvoir et protéger les droits des générations futures. Les droits, l'équité et la justice intergénérationnelle sont définis comme la réponse aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins, et sont au cœur de la notion de préservation. Il s'agit d'un concept d'équité entre les générations dans l'utilisation et la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Les enfants et les jeunes ont une contribution tangible à apporter à la résolution des grands défis sociétaux en mettant l'accent sur l'équité intergénérationnelle qui doit s'appliquer. Cela inclut par exemple le droit de profiter de leur patrimoine culturel, d'accéder à la vie culturelle de leur communauté et d'y participer. À ce titre, les projets de SFN qui mettent davantage l'accent sur les coûts et les bénéfices à court terme qu'à long terme sont susceptibles d'empiéter sur les droits des générations futures, voire de les enfreindre. Les projets de SFN devraient ainsi considérer comment contribuer positivement aux droits des générations futures. Merci beaucoup pour votre attention.